Bonjour, merci d'être présent. Je suis Eric Albert, je suis journaliste au Monde et je suis ravi d'aider à faire débattre de ce sujet qui est absolument passionnant. Donc, on l'a appelé réduire ici ou ailleurs, comment mieux décarboner, hein. L'idée étant, est-ce qu'on peut mieux décarboner dans d'autres pays ou plutôt en Europe. Juste quelques éléments de contexte. 2024, c'était l'année la plus chaude de l'histoire. 1,6 degré en gros en moyenne au-dessus de la moyenne pré-industrielle. 2023, c'était l'année la plus chaude juste avant. 2025 est en passe d'être un petit peu moins chaude que 2024, mais en gros, on va être la deuxième, troisième plus chaude année de l'histoire. Bref, l'objectif de 1,5 degré ne sera pas atteint, qui était l'objectif de l'accord de Paris. On va actuellement en route vers 2,8, 3 degrés, enfin, quelque chose comme ça. C'est donc tout à fait inquiétant. Et en même temps, Donald Trump est au pouvoir à la Maison-Blanche et le changement climatique, c'est une invention, une fake news. D'après lui, voilà, c'est complètement faux, un canular. L'Union européenne a beaucoup rétropédalé sur le Green Deal. En France, il y a eu les gilets jaunes qui ont beaucoup refroidi le gouvernement. D'où la question, c'est vraiment une bonne question d'économiste, comment on fait pour décarboner, mais le moins cher possible, avec le moins d'impact économique possible. Et c'est vraiment de ça dont on va débattre aujourd'hui, où est-ce qu'on décarbone de la façon la plus efficace possible. Pour en parler, 4 personnes, la quatrième étant à Washington, il doit être 5 heures du matin. Donc, je sais pas si je vais vous présenter. Je vais commencer à ma droite avec Thomas-Olivier Léautier, parce que c'est vous qui avez eu cette idée de table ronde. Vous êtes ingénieur économiste, chef économiste du groupe Total Energy. Vous avez par le passé beaucoup travaillé à EDF, chef économiste du groupe, et vous étiez longtemps à la Toulouse School of Economics, et puis autrefois à Montréal et à Washington aussi pour McKinsey. À ma gauche, Stéphanie Mongeon, vous êtes professeure d'économie responsable du Master 1 Affaires internationales. Et puis, vous êtes aussi en charge du développement, vice-président de la responsabilité environnementale et sociale à l'université. Donc, vous êtes, de ce que j'ai compris, vraiment en charge d'aider à décarboner l'université elle-même, ou en tout cas à travailler là-dessus. Et vous êtes à Dauphine. Excusez-moi, je croyais l'avoir dit. Il est 5 heures du matin, c'est à Washington, c'est Stéphane Straub de la Banque mondiale. Bonjour. Je vais vous présenter brièvement. Donc, vous êtes chef économiste pour les infrastructures à la Banque mondiale. Vous avez été professeur d'économie à la Toulouse School of Economics. Et à la Banque mondiale, précédemment, vous étiez notamment en charge du groupe de développement durable. Et puis, vous avez aussi vécu 10 ans au Paraguay, notamment comme entrepreneur et comme consultant privé. Et on reviendra vers vous tout à l'heure. Donc, l'idée originale de ce panel, c'est vous qui l'avez eu, Thomas-Olivier Léautier, notamment sur la base d'un article qui avait été écrit pour le FMI. Article qui s'appelle « The Great Carbon Arbitrage ». Et j'aimerais que vous commenciez par nous présenter cet article et qu'est-ce que c'est que ce Great Carbon Arbitrage. Donc, merci beaucoup d'organiser cette conférence. Je pense que c'est un sujet important et merci à ceux qui sont là. Je vais peut-être donner un peu de contexte où on en est en termes de climat aujourd'hui. Donc, il se trouve que hier, on a publié notre Energy Outlook, donc notre perspective climatique. Donc effectivement, on est en course pour entre 2,6 et 2,8 degrés de réchauffement climatique à 2100, donc un peu moins de 3 degrés. Alors c'est une bonne nouvelle parce que c'est moins que ce qu'on était à la COP, parce qu'à la COP 2015 à Paris, on était plutôt parti pour 4 degrés, donc on a quand même progressé. En revanche, ça reste une mauvaise nouvelle parce que c'est beaucoup trop par rapport aux objectifs du moins 2 degrés. Donc le vert, il est certainement pas là où il doit être, mais il n'est pas non plus complètement vide. On a progressé depuis la COP de 2015. Le
le paradoxe dans lequel on est aujourd'hui, c'est qu'on a un surplus de technologies décarbonées fabriquées en Chine. C'est-à-dire que la Chine aujourd'hui a une capacité de fabriquer des véhicules électriques, des batteries, des panneaux solaires, des éoliennes et bientôt des électrolyseurs, qui est bien supérieure à la demande mondiale. Donc on a un surplus de capacité industrielle à produire des technologies décarbonées en Chine. Et dans les pays, c'est exactement ce que tu disais, dans les pays comme les États-Unis, l'Europe, on sent bien que la transition écologique commence à taper un mur qui est, alors ça dépend des sous-sujets, mais qui est en gros le mur de la convexité des coûts d'intégration. C'est-à-dire qu'intégrer un panneau solaire sur un réseau électrique, c'est pas très cher, mais quand on commence à arriver à 30-40% de renouvelables sur les réseaux électriques, les coûts d'intégration deviennent plus chers. Donc ce paradoxe, c'est une surcapacité de production en Chine et une difficulté d'intégration dans les pays européens et aux États-Unis, comme tu l'as fait remarquer, qui s'est traduit par un rejet politique de la transition écologique. Donc le Great Carbon Arbitrage, c'est un papier que j'avais trouvé extrêmement bien foutu, qui dit, en fait, il y a deux idées là-dedans. La première idée, c'est de dire, il faut revenir au principe de base de l'économie. Le principe de base de l'économie, c'est qu'on fait les actions en coût croissant. Donc il faut abattre les tonnes de CO2 selon le coût croissant du coût d'abattement. Donc si aujourd'hui on a des tonnes de CO2 à abattre qui coûtent $60 la tonne en Inde, alors qu'en Europe, la prochaine, elle était à $1000 la tonne, eh ben, il faut commencer par faire les tonnes en Inde, on en fera 20 fois plus que d'aller les faire en Europe à $1000 la tonne. Donc ça, c'est la première idée qui est de dire, quand on parle de la lutte contre le changement climatique, les tonnes de CO2, elles sont émises partout dans le monde, et donc il faut aller partout. Il ne faut pas juste dire, ah ben moi je veux juste abattre des tonnes dans mon jardin parce que c'est ce que je regarde. En fait, les tonnes de CO2, elles sont partout, et donc il faut monter la courbe de coût comme ça. Et la deuxième idée du papier, que je maîtrise moi, et des gens comme Kathleen qui connaît mieux cette littérature que moi pour en commenter, c'est de dire, c'est dans l'intérêt égoïste de certains États et des États riches d'aller abattre ces tonnes de carbone dans les pays en voie de développement. Et l'argument, c'est de dire, moi ce que j'ai compris, mais Kathleen, tu pourras compléter parce que tu connais ça mieux que moi, mais en gros, les coûts du dommage, les dommages climatiques sont en gros proportionnels au PIB. Et donc, si vous êtes un pays riche, vous avez beaucoup à perdre d'avoir des réchauffements climatiques. Et donc, c'est dans votre intérêt économique égoïste d'aller chercher ces coûts de CO2, d'aller abattre ces tonnes de CO2 dans les pays en voie de développement. Et donc, c'est ce qu'ils appellent le Great Carbon Arbitrage, qui est de dire, ben, l'arbitrage, c'est d'aller chercher les coûts de CO2 là où ils sont, et en particulier dans les émissions, dans la production d'électricité à partir de charbon. Ça, c'est un fait avéré. Les émissions qui viennent du secteur de l'énergie, c'est à peu près 40 milliards de tonnes par an. Sur les 40, vous en avez 14 qui viennent de l'élec, et sur les 14, vous en avez 10 qui viennent du charbon. Donc brûler du charbon pour faire de l'électricité, c'est la plus grosse source d'émissions de CO2 dans le monde. Donc ce qu'ils disent, c'est qu'il faut aller chercher ces émissions-là, parce que souvent dans les pays en voie de développement, ce n'est pas très cher. Et c'est ça l'arbitrage, se focaliser là-dessus, plutôt que d'aller chercher des tonnes de CO2 locales, avec des biocarburants, avec des carburants de synthèse dans les avions, etc. etc. Donc ça, c'est l'intuition du papier. Et j'ai trouvé que c'était un bon débat. Juste qu'on comprenne bien, ça veut dire qu'il faudrait que la France ou l'Allemagne paye l'Inde pour fermer des centrales à charbon. C'est ça que ça veut dire? C'est exactement ça. En fait, c'est même au niveau... alors après, la décentralisation du mécanisme, c'est de dire aux compagnies aériennes, on vous a demandé de réduire vos émissions. Le mandat qu'on vous a donné, c'est de mettre 5% de biocarburant à 2030. En fait, on ne précise pas la manière dont vous allez le faire. Ce que vous pouvez très bien faire, c'est aller financer en Inde des panneaux solaires qui vont remplacer des centrales au charbon, ou bien les centrales existantes, ou bien les centrales à venir. Donc, il faut un mécanisme de vérification. Mais comme ces émissions vont coûter 10 fois moins ou 15 fois moins à réduire, ben ça coûtera, pour atteindre le mandat qu'on vous a donné, ça coûtera 10 à 15 fois moins. Donc, on peut le faire avec les compagnies aériennes, c'est l'exemple le plus clair, mais avec toutes les industries chez nous, enfin toutes les sources d'émissions qu'on a chez nous, on peut, au lieu d'aller réduire localement, mettre un mécanisme d'offset et aller les réduire là où c'est le moins cher aujourd'hui. Ça, c'est l'intuition du papier. Alors, j'aimerais qu'on commence par faire répondre Stefan Straub, parce qu'il a eu, la gentillesse de se lever à 5 h du matin et il est en visio, ce qui est plus difficile.
pour intervenir. Merci. Bon, écoutez, il y a eu un petit bug au début. J'ai pas entendu tout le début de l'intervention, mais bon, on en avait discuté avant. Donc déjà, je m'excuse de ne pas être avec vous, mais comme on en avait parlé avant, prendre l'avion, faire Washington-Lyon en avion pour un débat sur la décarbonisation, c'était peut-être pas un très bon signal. Donc du coup, j'ai pas si mauvaise conscience que ça. Peut-être juste, il y a plein de choses à dire sur ce débat, et puis c'est intéressant parce que moi je viens du même endroit que Thomas Olivier. J'ai été du côté recherche pendant longtemps, et maintenant je suis à la Banque mondiale, donc j'ai une perspective un petit peu différente. Et du coup, je vais essayer plutôt que de rester sur l'aspect académique, d'éclairer un peu la question avec ce que j'apprends maintenant du point de vue plus pratique, on va dire. Et je pense qu'il y a 3 éléments. La première chose, c'est que oui, effectivement, le charbon, c'est pas bien, quoi, hein. Ça émet énormément de CO2, on le sait. C'est pas la seule source, c'est pas la seule chose dont il faut s'occuper, mais ça, c'est probablement une des principales priorités. Et il faut dire les choses clairement. On est dans un contexte où, même si on fait de plus en plus de renouvelables, la Chine, par exemple, a installé cette année plus de renouvelables que tout le stock des États-Unis. Donc on est quand même sur une trajectoire qui est relativement encourageante. La quantité d'énergie, enfin il y a eu cette année, les chiffres les derniers chiffres que j'ai, c'est 30 gigawatts de plus de charbon pour faire de l'électricité, quoi. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on fait plus de renouvelables, on fait plus de charbon aussi. Donc on fait pas vraiment de la transition énergétique, il y a des gens qui ont écrit là-dessus, on fait de l'addition énergétique. Donc ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, et je pense que ça c'est un petit peu absent dans l'article dont parlait Thomas Olivier, c'est que le charbon, oui, c'est utilisé beaucoup pour faire l'électricité, mais pas que, quoi. Il y a énormément de charbon dans les processus industriels, et donc on peut pas se contenter de faire la transition juste sur des centrales à charbon utilisées pour faire l'électricité, alors qu'en même temps on utilise énormément de charbon dans la chimie, dans les mines, pour faire de l'acier, etc. Et on pourra peut-être revenir là-dessus. Et le dernier élément qui est vraiment important, et j'ai eu l'occasion de constater ça un petit peu avec des projets de la banque et en discutant avec les gens qui sont impliqués dans les régions, c'est que l'idée est très bonne. Évidemment, personne peut être contre l'idée d'abattre les émissions là où c'est le moins coûteux. Et donc, mais le problème de fermer des plantes, donc des entreprises qui produisent de l'électricité avec du charbon, et donc des mines de charbon, c'est un problème en fait qui est beaucoup plus complexe, au niveau social. Et en fait, l'expérience, donc nous on est impliqué, la Banque mondiale est impliquée dans ce genre de projet dans beaucoup d'endroits dans le monde, en Afrique du Sud, dans les Balkans, etc. Et donc on peut revenir là-dessus, mais il y a tout un contexte institutionnel, il y a tout un problème d'implication des communautés, etc., qui fait qu'en fait c'est extrêmement compliqué, beaucoup plus compliqué que ça a l'air de l'être sur le papier. Et juste pour vous donner un chiffre, vous prenez les 6 pays dans l'ouest des Balkans, par exemple, qui sont une zone qui est extrêmement dépendante au charbon. 80% de l'énergie est produite avec des énergies fossiles, dont énormément de charbon. Et nous, on a des estimations qui disent que c'est 12 000 emplois directs en Serbie, 20 000 en Bosnie-Herzégovine, et probablement avec les emplois indirects, vous avez quelque chose comme 1/6 de tous les emplois dans l'économie qui sont d'une manière ou d'une autre dépendants du charbon. C'est-à-dire que quand vous commencez à vouloir fermer des plantes, oui, il faut commencer à s'occuper de ces effets-là, qui sont en plus des effets hyper localisés. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on touche des communautés. C'est une histoire qu'on a vécue en France, hein. On connaît les régions qui ont été affectées dans l'est de la France, par exemple.
Et on a des exemples d'expériences qui ont été plus ou moins réussies, dont on peut apprendre. Mais voilà, je pense que c'est important de remettre, au-delà de la viabilité économique, l'idée économique, de remettre un petit peu ça dans le contexte pratique de la difficulté qu'il y a à envisager ce genre de transition. Je m'arrête peut-être là, je ne vais pas monopoliser la parole. Et on pourra juste pour poursuivre un tout petit peu avec vous, qu'on comprenne bien votre réponse. Ce que vous dites, c'est sur le papier, c'est une bonne idée, mais c'est compliqué à mettre en œuvre. Mais il faut essayer de le faire quand même parce que c'est prometteur. Ou c'est tellement compliqué, c'est tellement une usine à gaz, si vous me permettez le jeu de mots, que franchement, c'est trop compliqué. On ne peut pas y arriver. Non, j'ai pas dit ça. Non, on le fait, hein, on est impliqué effectivement avec des pays et des communautés pour faire ce genre de transition. Mais voilà, oui, c'est extrême. Le diable est dans les détails, quoi. Je veux dire, et en plus, on a des études. L'idée, elle a déjà été appliquée dans d'autres contextes. On a le Clean Development Mechanism, par exemple. Alors, qui applique une idée similaire. Il faut peut-être juste un tout petit peu expliquer ce que c'est. C'est en gros l'idée de subventionner des projets, par exemple, renouvelables dans des pays émergents, par exemple en Inde, avec des fonds qui viennent, c'est exactement la même idée en fait, qui vont financer des crédits carbone dans des pays plus riches. Et en fait, on s'est rendu compte, il y a plusieurs études qui montrent que ces mécanismes sont souvent détournés, il y a souvent des effets d'aubaine, et en fait, la vérification est extrêmement compliquée. Donc effectivement, c'est une bonne idée, on ne peut pas faire l'économie de vouloir faire cette transition et d'arrêter d'utiliser du charbon, même si aujourd'hui, vous le savez sans doute, l'administration américaine a des vues un petit peu différentes sur le mix énergétique, mais nous, on continue à le faire pour l'instant, mais c'est extrêmement compliqué. Et je pense que là où il faut travailler, c'est sur la mise en œuvre, quoi. D'accord. Bravo pour cette litote sur une vision légèrement différente de la part de Trump. Effectivement, elle est légèrement différente. Kathleen Schloubert, je vous donne la parole. Comment vous réagissez à cette idée il faut aller chercher le carbone là où c'est le moins cher ? Bon, d'abord, peut-être si je peux revenir une seconde sur le papier, parce que je pense que pas mal d'entre vous sont des étudiants d'économie. Donc, sur le plan de l'analyse économique, c'est un magnifique papier, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont été regardés, ils ont une base de données extrêmement exhaustive de toutes les mines de charbon dans le monde, avec leur production, leurs réserves, les profits qui sont retirés, à qui ça appartient, donc les droits de propriété. Ils estiment donc comme ça, de façon extrêmement précise, quels seraient les dommagements en fait qu'il faudrait donner aux producteurs de charbon mine par mine en fait pour qu'ils arrêtent de produire. Donc du point de vue empirique, c'est extrêmement bien fait. Il y a un point qui est compliqué et on achoppe toujours là-dessus quand on s'intéresse à des questions de climat, c'est que pour convaincre les pays riches qu'il faut donner cet argent aux pays qui possèdent les mines de charbon pour qu'ils arrêtent d'exploiter le charbon, il faut leur prouver que c'est bénéfique pour eux. Et pour leur prouver que c'est bénéfique pour eux, comment on fait ? On leur prouve que ça va leur éviter beaucoup de dommages dus au réchauffement climatique. Et c'est là que c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est ? Combien on peut estimer ? Comment on peut estimer quels sont les dommages auxquels on va échapper parce qu'on va arrêter d'utiliser du charbon ? C'est compliqué parce que juste, on ne l'observe pas, vu que c'est des dommages potentiels. Et donc là, ils font des tas d'hypothèses, ils essayent de faire des analyses de sensibilité. Donc de nouveau, ils font le mieux qu'on peut faire, mais on peut très bien dire, il y a des gens qui peuvent dire, non, les dommages, c'est pas ça. Voilà, il y a un point là compliqué. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que je pense que Stéphane a parfaitement raison, c'est-à-dire que les effets sociaux ne sont pas pris en compte. Et effectivement, on voit très bien que fermer les mines de charbon, ça met au chômage en fait des gens qui sont assez difficiles à requalifier. C'est quand même difficile de prendre un mineur d'une mine de charbon et puis de le faire devenir autre chose, quoi, de le faire changer de métier. Et donc ces personnes et ces communautés sont très affectées, pas seulement monétairement, mais aussi dans leur existence même, dans leur finalité. Donc ça c'est très compliqué et c'est difficile à monétiser.
Bon, ceci dit, je pense qu'on ne peut pas échapper à essayer de faire quelque chose pour le charbon. C'est ce que j'allais dire. Les mines de charbon, on les a fermées au Royaume-Uni, en France. Ça a été Là, ça a été douloureux, compliqué, ça a été hein. extrêmement douloureux. Vous allez dans le nord de l'Angleterre, c'est encore une catastrophe, Ouais. dans certains endroits. Ouais. Mais enfin, il a fallu passer par là. Il faut en passer par là. Ouais. Alors, il y a un dernier truc, si je peux, c'est que en fait, vous avez, c'est pas le seul papier qui réfléchit en ces termes-là. Vous avez d'autres analyses en fait qui essayent de regarder, par exemple pour les États-Unis, si le gouvernement américain aurait intérêt à investir pour diminuer les émissions de carbone chez lui ou dans les pays en développement. Et en général, ces analyses trouvent toujours que les investissements dans les pays en développement sont beaucoup plus rentables, en effet, parce qu'ils sont beaucoup moins coûteux, et ils permettent donc de réduire la même quantité d'émissions à moindre coût. Donc ça, c'est vraiment une constante de la littérature économique. Le problème, c'est que, encore faut-il trouver les bons mécanismes pour que, effectivement, comme disait Stéphane, pour qu'on n'abuse pas, enfin que ce soit pas détourné, que les réductions d'émissions aient vraiment lieu, etc. Donc c'est un peu compliqué pour ça. Et deux, c'est compliqué aussi parce que les gouvernements sont réticents, alors aux États-Unis maintenant c'est parfaitement clair, hein, mais sont quand même réticents à aller payer des choses ailleurs, quoi. Enfin, on voit bien aux États-Unis, ils se sont complètement repliés sur l'intérieur de l'Amérique. Vous ne pourriez jamais faire voter aux États-Unis d'aller faire des gros programmes de réduction des émissions en Inde. Ça n'existe juste pas. Donc là, il y a un petit peu plus de problème technique. Mais c'est pas voilà. du tout la tendance trumpienne d'aller donner de l'argent dans le reste du monde. Hein. Bah non. D'accord. Non, donc voilà. Stéphanie Mongeon, juste avant le débat, dans le couloir, vous aviez pas une opinion très positive de cette idée d'aller chercher le carbone à l'étranger. Racontez-nous ça. Bonjour à toutes et à tous. Oui, j'aurais plein de choses à dire et certainement je vais en oublier. Mais bon, je vais essayer de... Je vais commencer par... alors, je ne l'ai pas dit dans mes éléments de bio, parce qu'en général, je ne le rappelle plus. Mais j'ai commencé à travailler... en début de carrière, j'ai été à l'ADEME, je bossais sur les politiques climatiques en 2002. Et en fait, la question qui est posée par ce papier est une vieille question. Donc c'est vraiment une question qui s'est posée tout de suite, effectivement, et c'est une question que les économistes adorent, c'est qu'est-ce qui coûte le moins cher, et puis commençons par ce qui coûte le moins cher. Et on peut même se dire, c'est le bon sens. Mais depuis 2002, donc ça fait, donc nous sommes en 2025, donc plus de 2 décennies, et j'aurais envie de dire, qu'avons-nous appris? Et nous avons appris beaucoup de choses. La première, peut-être, c'est que... le fait de vraiment avoir des avancées en matière d'innovation, de déploiement de technologies bas carbone de façon massive, ça prend du temps et ça ne se fait pas tout seul. Et j'ai en tête la capture et la séquestration du charbon. Du carbone. Du carbone. Donc c'est une technologie qu'on peut en fait... qui reste très coûteuse, qu'on peut pluguer sur notamment les centrales thermiques charbon, et qui permet d'éviter l'émission dans l'air, le CO2, le dioxyde de carbone. Et après, il faut un réseau de transport et on le met en sous-sol. Donc ça, c'est une technologie qui était annoncée au début des années 2000 en série dans les scénarios 2020. Donc en série, ça veut dire que dans notre imaginaire, dans nos modèles, on pensait que toute nouvelle centrale thermique, alors charbon bien sûr, et peut-être même gaz et ou au fourneau, enfin, vous voyez, dans l'industrie sidérurgique, allait être accompagnée de ce dispositif. Ça n'est pas du tout le cas. Donc nous sommes en 2025 et on continue à en parler. Moi, je suis économiste, donc je vais poser la question en disant mais on en est où cette technologie? Est-ce que vraiment elle est faisable ou pas? Oui, mais elle est très chère. On est sur des pilotes encore vraiment très intéressants, mais pour le moment, ce n'est pas déployé. Si cette technologie avait été déployée sur chaque centrale qui sortait de terre, notamment en Chine, déjà la situation serait bien meilleure. Ça n'est pas le cas. On parle beaucoup d'hydrogène
les défis en matière d'hydrogène sont colossaux. C'est-à-dire que l'hydrogène, on sait faire, mais ça pose encore beaucoup de problèmes. On perd beaucoup d'énergie quand on transforme, quand on produit cet hydrogène et quand on réutilise cet hydrogène pour le produire, pour produire de l'énergie. Et là, il y a énormément de choses à faire. Et donc, on voit qu'il va falloir, et c'est un peu le deuxième point que je voulais dire, c'est-à-dire que notre cible, c'est la neutralité carbone. C'est une ambition immense. C'est-à-dire qu'on dit il faut que dans la deuxième partie du siècle, nous ayons des émissions en matière de CO2 négatifs. Négatifs. Donc, et il faut... En fait, le modèle économique qui va être compatible avec cette neutralité carbone reste encore, alors économique et technique, reste encore à inventer. On a des idées, on sait à peu près comment faire, mais en fait, reste encore à vraiment produire, à démontrer. Et c'est là que l'enjeu est de l'Union européenne, je pense, il y a un enjeu dans l'Union européenne, c'est de démontrer que ce modèle est possible. Si on n'arrive pas à le démontrer, je dirais au reste du monde, et alors la Chine aussi peut-être va le démontrer, hein, donc, mais on a un problème. C'est-à-dire qu'on ne saura pas faire la neutralité carbone qu'on a visée, tout le monde a signé dans l'accord de Paris, ça. Donc c'est quelque chose qui reste à faire. Donc si on commence à dire ok, on relâche la pression pour aller décarboner, ce qui est une bonne idée, hein. Moi bien sûr on me dit moins de charbon, plus de renouvelables, bon c'est pas complètement substituable un pour un, hein, mais pourquoi pas, très bien, il y a des choses à faire, effectivement ça peut être très intéressant, mais si ça se fait au prix où on lâche la pression de notre côté pour faire émerger en fait ce modèle, on a des bribes, hein, on a des renouvelables, des déploiements, la Chine, intéressant, parce que certainement, elle a quand même en partie ça dans le viseur. Donc, ça se passe maintenant. Nous sommes en 2025 et il va falloir le produire à un coût, entre guillemets, raisonnable. Je ne sais pas trop ce que je mets derrière ce terme raisonnable, mais vous voyez, un coût économique raisonnable. C'est là, finalement, notre priorité. Donc, oui, allons investir pour aider à fermer des centrales charbon, mais pas au prix de laisser, lâcher sur ça. C'est ça l'urgence, je dirais, absolue, c'est cette démonstration pour pouvoir ensuite le déployer de façon plus importante, mondiale. Alors, Thomas-Olivier Léautier, donc, vous avez votre idée qui est sur le papier assez tentante, a été détruite à peu près systématiquement. Détruite, j'irais pas c'est trop compliqué, c'est une usine à gaz. Politiquement, personne ne veut donner de l'argent aux Indiens ou aux Chinois. Et en plus, ça risque de faire relâcher la pression sur l'Union européenne. Bref, c'est compliqué à mettre en œuvre. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, le premier élément, c'est de rappeler, parce que c'est quelque chose qu'on oublie parfois, mais la demande d'énergie, elle ne croît pas en Europe ni aux États-Unis. Quand vous regardez la croissance de la demande d'énergie, elle est en Chine, elle est en Inde. Alors il se trouve que, comme on a publié le rapport hier, j'ai les rapports d'hier, la demande d'énergie, elle croît de 4% par an en Inde et elle fait moins 0,2 dans les pays de l'OCDE. Donc quand on me dit qu'il faut mettre des mineurs au chômage, je leur dis non, les gars, ils vont faire plus 4% de demande d'énergie par an. Dans cette demande d'énergie, il y aura de l'électricité. Si on s'organise sans mettre des mineurs au chômage pour que les prochaines centrales soient plus avec des panneaux solaires qu'avec du charbon, ça coûte $60 la tonne. Donc je comprends l'argument. Il y a eu un très et Stéphane le connaît beaucoup mieux que moi. Ça a merdé. Il y a eu un problème en Afrique du Sud. Ils ont essayé de fermer une mine de charbon dans un mécanisme de transition. Je crois que ça s'est très très mal passé. Donc effectivement, il y a des tas de problèmes sociaux qui sont associés à la fermeture des mines qui ne sont pas faciles à résoudre. Donc le premier point, c'est de dire attention, il y a fermer les centrales existantes, mais il y a aussi ne pas construire les prochaines. Parce que 4% par an, on arrive vite à beaucoup de nouvelles gigatonnes de charbon. Donc l'enjeu, c'est aussi de regarder devant, de regarder la croissance, et donc de dire ces centrales qu'on aurait pu construire, on va les remplacer par des moyens décarbonés. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est un point important, et que je fais, en fait, à chaque fois que je viens au GECO, je fais le même point, ce qui prouve que la répétition étant la mère de la pédagogie, ça ne mange pas de pain.
il faut bien qu'on se rende compte que l'Europe, c'est compliqué pour nous en ce moment. On n'a plus d'énergie primaire, et on n'a aucune technologie décarbonée. Les technologies décarbonées, elles sont faites par les Chinois. Les véhicules électriques, c'est les Chinois qui les font. Les panneaux solaires, c'est les Chinois qui les font. Les batteries, c'est les Chinois qui les font. Les électrolyseurs, les Chinois s'y mettent. Les éoliennes, les Chinois s'y mettent. Donc, la notion de dire l'Europe, on va construire un modèle et on va montrer au monde, en vrai, aujourd'hui, les seuls qui ont construit des chaînes de valeur, c'est les Chinois. Donc il faut se regarder dans le miroir, avoir l'honnêteté de se regarder dans le miroir et dire qu'est-ce qu'on va montrer au monde. Et nous, fort de ce constat, moi je suis un économiste de base, je dis, on a en Europe le coût social, en Europe, de faire rentrer des véhicules chinois qui nous permet de décarboner notre transport, c'est l'emploi dans l'industrie automobile. Ce n'est pas le coût du véhicule chinois. Le coût du véhicule chinois, il n'est pas cher parce qu'il y a une surcapacité en Chine. Donc faire rentrer des véhicules chinois, c'est le coût économique en termes de coût d'automobile, il n'est pas très cher par rapport à un véhicule thermique. Le vrai coût, c'est le coût de l'emploi. De décarboner notre système électrique en Europe. Alors en France, on n'a pas de problème, on a du nucléaire. Mais dans les autres pays d'Europe qui utilisent encore du thermique, le vrai coût, ce n'est pas le coût de faire rentrer des panneaux photovoltaïques, parce que ça, c'est pas cher à nouveau. Le vrai coût, c'est d'intégrer sur un système électrique des sources intermittentes. Et ça, c'est quelque chose qui est coûteux et qu'on ne sait pas faire, qui prendra des dizaines d'années avant d'arriver à le faire. Donc, quand on regarde la réalité des coûts, et des coûts qui sont très convexes, là, on a beaucoup d'économistes, donc un truc qu'on comprend bien, c'est que les coûts sont convexes. Quand on regarde la réalité des coûts de là où on est, moi, j'irais même un tout petit peu plus loin, je veux dire, si on veut vraiment décarboner, et si nous, en tant qu'Européens, on veut faire un vrai effort de décarbonation, le réalisme nous amène à reconnaître que c'est très convexe chez nous, et que les tonnes, elles sont beaucoup moins chères ailleurs. Alors, ce n'est pas forcément facile, ce n'est pas complètement évident, ça demande des efforts, ça demande un mécanisme de vérification, ça demande de l'accompagnement. Mais même si ça coûte que 10 fois moins cher dans les pays en voie de développement, c'est ça l'exemple européen. C'est dire on veut décarboner, on veut être zéro émission nette, et si c'est beaucoup moins cher ailleurs, il faut le faire, parce que nous, ça devient très convexe pour nous. Stéphanie Mongeon, est-ce que, pour répondre à ça, le mieux n'est pas l'ennemi du bien? C'est-à-dire que oui, dans un monde idéal, il faudrait inventer un nouveau modèle avec de l'acier décarboné, avec du ciment décarboné. La vérité, c'est que c'est compliqué, c'est cher, et que c'est moins cher d'aller le faire ailleurs. On change de registre par rapport à la question initiale. Je veux bien aller sur cette question. Avec grand plaisir. Encore on change de registre. On change un peu de registre, c'est-à-dire là on était sur l'argument qui était de dire où est-ce que c'est le moins cher à faire, et là on est sur attention, nous n'avons pas forcément les actifs industriels pour changer complètement de modèle. Juste pour préciser, pour être très précis là-dessus, moi ce que je dis c'est que le coût de la décarbonation en Europe, ce n'est pas simplement le coût de la technologie, c'est le coût d'opportunité. C'est-à-dire que c'est plus le coût marginal, ce n'est pas juste le coût marginal du panneau solaire ou du véhicule électrique, c'est le coût d'opportunité. Il faut intégrer le coût d'opportunité, donc la complexité d'intégrer dans les réseaux et l'emploi. C'est le même argument, simplement le coût, c'est un coût d'opportunité qui va au-delà du simple coût marginal. Oui, bien sûr, mais donc on ne change pas de registre. On introduit un nouvel élément dans la réflexion, ce qui est tout à fait nécessaire, important, et souvent, effectivement, les questions sont trop étroites. Donc, il faut ouvrir les silos, il faut intégrer énormément de choses. Aujourd'hui, la question se pose de façon très urgente en Europe, c'est la question de politique industrielle. C'est-à-dire, on a effectivement laissé passer ou laissé faire un certain nombre. On avait un secteur photovoltaïque pour produire les panneaux au début des années 2010, qui a été largement balayé par la concurrence chinoise. Moi, souvent, je dis que ça a été un vrai traumatisme pour moi quand j'ai observé ça. Et finalement, on voit très bien qu'en Europe, il y avait des porteurs d'intérêts différents, certains étant plutôt pour qu'on dise c'est important d'avoir cette industrie en Europe, et puis d'autres en disant non, on aura des coûts
du panneau extrêmement faible, et c'est ça qui est important. Finalement, on revient toujours à cette question. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant, encore une fois, pour les étudiants. Il y a notamment des politologues qui ont décrit comment ça s'était passé, c'est passionnant, et ça pose vraiment des questions extrêmement à la fois difficiles, pertinentes, et sur lesquelles on n'a pas suffisamment travaillé au cours de la décennie dernière. Donc maintenant, on est un peu dans la tempête, et on se dit, oh là là, finalement, on va vers un modèle qui va dépendre de technologies bas carbone qu'on ne produit pas. On produit quand même de l'éolien. C'est surtout la Chine. Et donc là, effectivement, ça nous pose une question qui est très importante. Et en tant qu'économiste, c'est vraiment, en même temps, c'est passionnant de réfléchir sur ça, même si c'est la situation. Mais il y a vraiment, il faut réouvrir nos modèles qu'on a mis en place de choix politiques, de politique économique, de priorités qu'on donnait, et dire comment on rend compatibles des règles qui nous ont semblé vraiment bonnes et qui ont été intéressantes pour plein de choses pendant des décennies, en introduisant maintenant cette possibilité de refaire de la politique industrielle en visant certains secteurs. Et comment on fait aussi entre États membres. Parce que si on commence à se faire de la concurrence entre États membres, je crois que ça ne va pas bien se passer. Et on voit qu'on est sur des technologies où l'effet d'échelle, vous voyez, on parle maintenant de méga-factory, de gigafactory. Ce terme, avant, on ne l'entendait pas. Et enfin, en tout cas, moi, je ne l'entendais pas. J'avais bossé sur l'acier, le ciment, la chimie. Je n'entendais pas. Alors qu'arrivent les panneaux, les batteries, et il faut forcément un minima de la méga-factory. Pourquoi ? Parce que l'effet d'échelle est très important dans le coût de production. Ce n'est pas le seul. C'est pas le seul déterminant, mais c'est un déterminant qui est très important. Donc, il faut une grosse usine en capacité de produire des quantités extrêmement fortes. Et donc, en face, il faut une demande au niveau. Voilà. Et sachant qu'on a une concurrence chinoise qui est extrêmement bonne, avec des surcapacités, et donc qui ne demande qu'à avoir une demande supplémentaire. Mais là, encore une fois, je reviens sur... quand on parle de neutralité carbone, souvent, moi, ce que je dis, la neutralité carbone n'a de sens qu'à un niveau planétaire. Après, quand on réduit l'échelle géographique, c'est qu'est-ce qu'on compte et qu'est-ce qu'on ne compte pas. C'est-à-dire on peut avoir un objectif au niveau d'une région, l'Union européenne ou d'autres pays. Il y a beaucoup de pays qui sont engagés vers un objectif de neutralité carbone, mais qu'est-ce qu'on fait du commerce international dans ce cas-là ? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui s'appelle le commerce international, qui prend beaucoup d'importance et qui incorpore beaucoup d'émissions, qui les déplace en quelque sorte, enfin la production. Et donc, la neutralité, c'est-à-dire, c'est quoi le zéro net pour l'Union européenne si on peut faire des règles, enfin des petits calculs. On dit, alors on a permis de faire moins X millions de tonnes ailleurs, donc on va se les compter, mais in fine, on ne va pas viser la neutralité carbone si on fait ça. Vous voyez, il y a quelque chose où... Et les coûts sociaux, je suis d'accord, c'est une question qui est vraiment extrêmement importante. On voit que, encore une fois, moi je pense qu'on n'a pas suffisamment travaillé depuis 15 ans. C'est-à-dire, une industrie, parmi les industries européennes, et notamment en France, qui restaient assez importantes, il y avait l'industrie automobile. Et or, faire des voitures thermiques ou faire des voitures électriques, ça a juste, alors rien à voir, c'est pas tout à fait exact. À la fin, on fait la même chose, mais au début, ce qui correspond au cœur de la voiture, on ne sait pas faire. Et donc, changer de modèle industriel, c'est très compliqué. Mais je dirais que les coûts sociaux, à un moment, c'est dire, on les aura aujourd'hui ou demain. Il va falloir répondre à comment on change notre modèle industriel, parce que je pense qu'il faut garder de l'industrie. Comment on se répartit les cartes entre États membres, c'est une question qui me semble importante. Si on commence à se faire concurrence entre les gigafactories, on n'y arrivera pas, on n'a pas la demande suffisante. Et donc, oui, il y aura une question des coûts sociaux, mais je ne vois pas en quoi aller décarboner ailleurs, ça va nous faire gagner 10 ans. Mais in fine, on aura le même problème. C'est-à-dire qu'à terme, il y a plein de questions autour du véhicule électrique, mais si on pense que dans notre modèle technologique et économique, la mobilité individuelle ou même transport de marchandises, c'est un peu moins vrai, mais le véhicule électrique, c'est qu'à terme, on va fermer la production, enfin on va arrêter la production de véhicules thermiques. Donc on peut se dire on va gagner 10 ans, mais dans 10 ans, il nous se posera la même question. Et encore une fois, je reviens au début des années 2000, moi j'ai appris ça, de me dire,
à un moment, il faut y aller. Mais après, il ne faut pas le faire trop vite. C'est un peu ça, quoi. C'est dire comment faire. Je ne dis pas non, mais allons-y, faisons. Je rappelle que la Commission est en train de proposer moins 90% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre pour 2040. Moi, j'avoue que ça me pose question, je vais le dire comme ça. Presque trop ambitieux. D'accord. Je voulais juste donner la chance à Stefan Stroop de répondre. Je ne sais pas, c'est plus difficile pour vous en vidéoconférence d'intervenir. Est-ce que dans tout ça, il y a quelque chose qui vous fait réagir? Qu'est-ce que vous vouliez rajouter? Non, je disais, je pourrais réagir. Il y a beaucoup de sujets qui sont sur la table. Je ne sais pas trop par où commencer. Juste entre parenthèses, je suis surpris par les chiffres de Thomas Olivier sur la consommation énergétique, parce que moi, ce que je vois ici, c'est quand même que la consommation énergétique aux États-Unis est en train d'augmenter de manière considérable, en particulier à cause des nouveaux data centers et de la consommation pour tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, je pense qu'on va... Alors peut-être qu'en Europe, avec la croissance faible, c'est surtout en ELEC. C'est surtout en ELEC parce que là, alors moi, je vais te donner les données sur les 10 dernières années, mais effectivement, sur l'ELEC aux États-Unis, tu vas avoir quelque chose d'un peu différent. Mais l'énergie, il y a autre chose que l'ELEC. Mais tu as raison, sur l'ELEC, oui, bien sûr. L'ELEC aux États-Unis, ça va monter, c'est une source de nouvelles de demande. Tu as raison. Ouais. Donc voilà, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut réagir. Mais est-ce que cette idée qui est si on fait ça, on se défausse et on dessert la pression sur les industriels européens, par exemple, est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes d'accord? C'est un petit peu compliqué. Je ne sais pas si c'est très européocentrique cette discussion, quoi. Je veux dire, on est quand même une toute petite fraction des émissions et du produit industriel et économique mondial, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est la bonne manière de le regarder. La pression sur les industriels européens, elle existe déjà. Il y a déjà plein de régulations avec sur un certain nombre de secteurs. Donc, après, l'acier est essentiellement produit en Chine et en Inde. Je ne suis pas sûr que ça soit la manière dont je le formulerai. Il y a une chose sur laquelle je voulais revenir, c'est sur la complexité du calcul. Sur les crédits carbone, il y a 3 millions d'exemples, mais il y en a un qui était assez marrant, qui avait été mis en exergue par le New Yorker. C'était au Zimbabwe. Une entreprise qui s'appelle South Pole Holding qui fait du crédit carbone et qui a donc demandé s'il vous plaît, ne coupez pas tel hectare de forêt et si vous ne le coupez pas, c'est du crédit carbone et donc on pourra le vendre ailleurs. Pour essayer de calculer ça un peu bien, ils avaient fait cette parcelle et puis ils avaient une parcelle témoin pour voir comment ça fonctionnait. Puis au bout de quelques années, ils se sont aperçus que, pas de chance, la parcelle d'à côté avait été moins coupée que la parcelle officielle. La réaction de South Pole Holding a été de dire surtout ne dites rien, continuez à vendre vos crédits carbone, c'est pas grave. Et puis ils se sont fait prendre la main dans le sac finalement quand même. Et ça a été un des nombreux scandales. Mais si on pousse même la logique, la tentation, c'est d'aller couper la parcelle témoin pour montrer qu'on a moins coupé dans la parcelle non témoin et on crée du crédit carbone comme ça, mais c'est absolument pas bon pour la planète. Enfin, donc on voit bien comment, quand je parlais d'usine à gaz, on voit bien comment mettre en place ce genre de crédit carbone. Ça va être extrêmement compliqué. Les Chinois qui veulent vendre de l'acier non carboné, d'un coup, tout l'acier vient d'électricité fait dans les Trois Gorges avec le barrage hydroélectrique. C'est assez magique, alors qu'ils continuent à produire à charbon. Donc, ça va être horriblement compliqué à appliquer, non? C'est intéressant parce que c'est ce qu'il y a de bien dans les GECO, c'est que on est tous des gens, on a tous fait les mêmes études d'économie, donc on a tous la même formation de base. Et ce qui est marrant, c'est de voir qu'on peut regarder le même problème avec des regards différents. Je vous dis, moi, l'écart entre ma centrale au charbon, donc je ne parle pas des arbres, je parle de la centrale au charbon et les émissions en Europe, c'est de 1 à 20.
Donc si tu fais un x2 de coût de vérification, ça te reste de 1 à 10. Donc l'intuition de dire, et j'insiste un peu là-dessus, l'intuition de dire, c'est qu'on arrive en Europe dans un moment où moi je pense que, enfin quand on fait les calculs, avant même le moins 90 en 2040, on n'arrive pas au moins 55 en 2030. Quand on fait les calculs, l'Europe s'est engagée à réduire ses émissions de GHG de 55% en 2030. GES, c'est gaz à effet de serre. Gaz à effet de serre. Quand on a refait les calculs, nous, on n'arrive pas, on arrive plutôt à moins 45. Et il y a pas mal d'études. Alors, il y a I4CE qui en a fait une très, très bonne, qui dit on investit que la moitié du montant nécessaire. La Banque de développement qui dit pareil. Donc, ça veut dire qu'en Europe, on arrive à un moment de vérité. On va se rendre compte que pour un ensemble de raisons, on ne tient pas nos objectifs. C'est des faits. Et là, l'argument, c'est de dire, c'est le gré de carbone arbitrage. Au lieu de continuer à taper dans un truc où on n'y arrive pas, regardons si on peut quand même réduire des émissions d'une façon intelligente. Alors, tu as raison, c'est pas facile à faire. Il y a le problème de c'est exactement ce que tu dis, c'est l'aléa moral. C'est-à-dire que j'allais faire 10 centrales au charbon qui n'existaient pas, mais je vais avoir des crédits pour des fausses centrales. C'est pas facile à faire non plus. Mais de notre côté, si on est sérieux en Europe pour notre désir de réduire nos émissions, je pense qu'à un moment, il faut reconnaître qu'il y a d'autres solutions que de continuer à pousser sur un truc qu'on n'arrive pas à faire. C'est comme ça que je le poserai, mais je ne sous-estime pas la difficulté du truc, c'est ce que j'essaie de dire. Kathleen Schubert, c'est presque la même question que tout à l'heure à Stéphanie Mongeon, c'est-à-dire est-ce que le mieux n'est pas limite du bien? Est-ce qu'il ne faut pas effectivement essayer d'aller là où c'est plus facile? Oui, donc je pense que... Moins cher, oui. Moi, je suis d'accord avec ça, mais je pense qu'en plus, ça a du sens parce que les coûts, ça bouge. C'est-à-dire que, effectivement, si on va réduire les émissions de charbon dans un pays en transition, maintenant, ça nous fait gagner du temps, en effet, pour réduire ensuite les émissions à coûts très, très élevés en Europe. Alors qu'on peut supposer qu'on aura pu mieux s'adapter entre-temps, que la technologie aura évolué, qu'on saura mieux le faire. Bon, c'est une hypothèse, hein, mais il y a cet aspect-là qui est aussi important. Mais par contre, moi, je reste quand même assez pessimiste. Donc, je vais vous raconter une petite histoire pour l'anecdote. Enfin, c'est pas vraiment une anecdote, hein, c'est quand même très grave. C'est ce qu'on a appelé le deal Yasuni. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. De quoi, pardon? Le deal Yasuni. Je vous explique. Donc, c'est en Équateur, dans les années 2005, je pense, ou 2006, 2007. On a découvert sous le parc national Yasuni, c'est un peuple autochtone de l'Équateur. On a découvert sous cette forêt, en fait, beaucoup de pétrole. Et donc, alors peut-être que je vous raconte mal, hein, mais bon, en gros, l'histoire, c'est ça. Et donc, le président de l'époque, le président de l'Équateur, Rafael Correa, qui était peut-être un visionnaire de l'environnement, a proposé aux pays riches, au monde, en fait, de ne pas extraire le pétrole à condition que les pays lui le compensent pour la moitié de la valeur de ses réserves. Il faut savoir que l'Équateur, c'est un pays extrêmement pauvre. Donc pour eux, le pétrole, c'est une manne. Donc mettre sur la table la possibilité de ne pas utiliser cette manne pour des raisons environnementales, c'était énorme en fait. C'est un truc qui a été vu nulle part ailleurs. Hein. Et donc il a attendu des années et l'argent n'est pas arrivé. Les pays n'ont pas abondé le fonds. Et donc à la fin, ils ont extrait le pétrole. Donc moi ça m'a épouvanté en fait. Et donc pour moi c'est la preuve qu'en fait c'est très possible d'aller réduire ailleurs, mais juste on le fait pas. Voilà, on le fait pas sauf pour des petites choses. Et on le fait pas parce que réticence politique comme vous le disiez ou parce que quoi? Parce qu'on veut pas payer. C'est une question de qui va payer et personne n'est prêt à donner 40 milliards. Enfin peut-être un peu les Norvégiens. Les Norvégiens avaient proposé de donner. Un peu les Américains à l'époque, mais maintenant, bon, c'est terminé. Et donc, c'est beaucoup d'argent, en fait. Donc, on est prêt à financer des petites choses, changer les fourneaux sur lesquels les femmes kenyanes cuisinent. Ça, on est prêt à le faire. Mais pour les grands trucs, le compte n'y est pas, quoi. Et je crois que ça se voit très bien dans les COP. On n'arrive pas, en fait, à sortir cet argent. Et donc moi, c'est ça le point qui me... Donc même si c'est moins cher ailleurs, en fait, c'est quand même trop cher. Voilà. Il y a un point sur lequel que je voulais rappeler, c'est on parle des émissions de l'Union européenne ou de la France. En France, 56% de l'empreinte carbone, ce sont des importations.
En partie, c'est aussi de la délocalisation et c'était de la fuite carbone. Contre ça, on est en train de mettre en place en Europe un mécanisme carbone aux frontières qui sera actif à partir du 1er janvier de cette année sur l'aluminium, sur l'acier, sur les engrais, sur un certain nombre de choses comme ça. Est-ce que ce genre de réflexion fait partie aussi de, plutôt que d'aller payer à l'étranger, commençons à mettre en place des mécanismes carbone et ça permettra de ne pas desserrer la pression sur l'Union européenne et en même temps de mettre la pression sur les usines du reste du monde parce qu'elles devront produire moins polluantes si elles veulent importer sans droit de douane. Alors ça, c'est un très très bon point. L'Union européenne est le seul ensemble économique qui a un vrai prix du carbone. C'est-à-dire quand vous regardez les stats, il y a à peu près 20% des émissions de CO2 qui sont taxées dans le monde. Mais sur ces 20%, il y en a 80% qui sont taxés à rien du tout, à 10-15 $ la tonne. L'Union européenne, le prix du carbone, je crois, était hier à 70, donc on a un vrai prix du carbone qui a un impact économique sur les gens. Le problème de ce prix du carbone dans l'Union européenne, c'est que par définition, nos produits à nous payent le prix du carbone, les produits fabriqués en Turquie, à la frontière de l'Europe, ne le payent pas. Donc il y a un déséquilibre de coûts qui met en péril l'économie européenne. Donc il y a un vrai problème de compétitivité et la solution, c'est la taxe carbone aux frontières. Et là, on tombe sur des littératures que mes collègues connaissent beaucoup mieux que moi, c'est les trucs de Nordhaus, qui a eu le prix Nobel d'économie d'ailleurs à ce sujet, qui dit que c'est des clubs carbone où les gens mettent une taxe. Et à partir du moment où on met une taxe, et comme c'est un marché qui est attractif, ça va donner des incitations aux autres à rentrer. Est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, j'en sais rien. Mais c'est l'idée du prix carbone aux frontières. Mais ça, c'est la réponse à... On a un prix du carbone en Europe, comment on s'assure que nos industries restent compétitives? Ce n'est pas la réponse à la question qui est posée par le papier, que moi je trouve quand même vachement légitime, qui est de dire le coût marginal des émissions en Europe devient très très cher, il y a des émissions moins chères ailleurs, essayons de faire fonctionner l'arbitrage. C'est deux problèmes qui sont légitimes, qui parlent du même sujet, mais c'est deux problèmes légèrement différents. Le truc, et encore une fois, je ne sous-estime pas la difficulté de l'arbitrage, et l'exemple de Kathleen sur Yachuni est effrayant, parce que ça coûte que dalle d'aller... mais de notre côté, encore une fois, comme les émissions sont beaucoup plus chères en Europe que dans les autres pays, si on essaie d'éviter le même volume d'émissions, ça va coûter 3, 4, 5, 6 fois plus cher. Donc à la fin des fins, il faut la payer pareil. Il faut la même payer plus cher ici. Donc, Christine Schubert, sur la taxe carbone aux frontières, peut-être La taxe carbone aux frontières, je pense que le mécanisme qui a été mis... qui est l'ajustement carbone aux frontières, donc le mécanisme qui est mis concrètement en place en Europe, bon, toi tu connais mieux ça que moi, mais il a beaucoup de défauts, hein, il n'est pas du tout parfait. Ceci dit, je pense qu'il a quand même deux avantages, c'est qu'en effet, il préserve la compétitivité d'une partie de l'industrie, donc ça c'est bon parce qu'on veut décarboner, mais on veut quand même pas non plus liquider toute l'industrie française. Bon, donc ça c'est le premier point. Et puis il a un deuxième point quand même important, c'est qu'il peut inciter d'autres pays à mettre également en place une tarification carbone. Moi, j'ai discuté récemment avec un collègue japonais. Les Japonais disent explicitement qu'au Japon, ils mettent en place un système équivalent à l'ETS, incité par ça. Donc, il y a quand même un effet positif. Donc ça, je crois que c'est très important. Mais en effet, c'est un problème assez disjoint du problème précédent. Stéphanie Mongeon, vous vouliez intervenir là-dessus ? Juste pour resituer, l'ajustement carbone aux frontières, c'est pas vraiment fait pour préserver la compétitivité, c'est fait pour imposer une contrainte similaire à des producteurs, qu'ils soient dans l'Union européenne ou ailleurs. Donc c'est vrai que le résultat, c'est que nous allons payer plus cher nos produits, qui sont très émissifs. Et ce qui est attendu un peu en économie, c'est que la demande se reporte, aille vers des produits qui vont être moins émissifs. Donc on fait jouer des espèces de substitutions et donc des changements un peu de modèle, de modèle dans les intrants, etc. Donc sur le principe, je pense que quand on arrive sur un objectif de réduction qui commence à être très important, c'est un instrument qui est tout à fait nécessaire. Parce que j'aimerais quand même revenir sur
on va peut-être réussir seulement à faire du moins 45%. C'est vraiment une question qui est importante, c'est-à-dire, on voit qu'il y a, alors je ne sais pas si je vais appeler ça des paliers, je ne suis pas sûre que ce soit ça, mais au début, réduire, c'est pas trop cher. En économie, on a ce qu'on appelle, en économie de l'environnement, la Marginal Abatement Cost Curve, et on représente au début, si chez vous, vous devez baisser un peu votre consommation énergétique, vous le faites, vous trouvez, c'est pas trop cher. Puis à un moment, voilà, vous faites moins 15%, ça on y arrive. Puis après, on doit aller vers le moins 30%. Alors là, c'est plus compliqué. Alors vous changez des équipements, donc vous y arrivez, c'est un peu plus cher, mais ça va. Puis à un moment, ça devient très cher. Et je rappelle toujours de dire, c'est que notre cible, c'est la neutralité. C'est pas moins 45% ou moins 60%, c'est émissions négatives en matière de CO2. Deuxième partie du... Et ça va très vite, c'est-à-dire c'est demain la deuxième partie du siècle. Donc, mais c'est un pari un peu fou, hein. Moi souvent je dis on fait un pari un peu fou, mais rappelons, voilà, l'augmentation, tu disais Kathleen, les dommages que ça va impacter, et donc qu'on essaye d'éviter, qui sont colossaux. Enfin, on commence à toucher du doigt les problématiques sur l'eau, enfin c'est... Voilà. Donc, quand on commence à s'intéresser à ce sujet, je crois que vraiment, je vous invite, essayons, soit vous l'avez vécu, des proches, là, même chez nous, on commence à toucher vraiment du doigt, on y est, et ça va être bien pire, bien pire. Donc, on joue, voilà, on joue ça, on joue pour les générations, enfin pour nous, mais aussi surtout pour les générations futures. Donc, c'est OK, on arrive à faire moins 45. Et là, on se heurte à peut-être un mur de la convexité, mais et pas justement. La question, c'est de dire comment on passe ce mur. Et donc, et je voudrais juste préciser, je dis, il faut continuer à serrer la contrainte. C'est pas seulement sur des industriels sur lesquels on dit il faut que tu continues la décarbonation profonde. Il faut que ce soit vraiment une alliance entre les pouvoirs publics, les pouvoirs territoriaux, les industriels. Là, on a vraiment un défi qui est colossal. Et dernier point, je m'arrête là, c'est assez rapide. C'est vrai que si de mettre un objectif très ambitieux en termes de réduction aboutit à, alors on va le faire rapidement, mais fermer notre industrie, notamment lourde, on n'aura rien démontré. Au contraire. Et en l'occurrence, l'industrie lourde, je rappelle, vous faites un tour de cette salle, vous voyez, il y a de l'industrie lourde partout. Donc dans tous les objets du quotidien, c'est de l'acier, de la plasturgie, du ciment et tout. Enfin voilà, toutes nos sociétés sont construites pour ça. Donc elle est là la question. Et c'est vraiment le nœud. Et moi, je n'ai pas de réponse simple, mais il faut vraiment se remonter tous les manches, enfin surtout nos cerveaux, et puis se dire et y aller quoi. Et essayer à la fois de continuer à avoir une pression, mais avec des aides. Les industriels ne vont pas seuls pouvoir répondre à ça. Les enjeux technologiques et économiques sont colossaux. Juste un chiffre, et Kathleen, je sais pas, vous voulez répondre. Un chiffre pour redonner un petit peu des ordres de grandeur. En France, les émissions territoriales ont baissé de 33% depuis 1990. Avec les importations, elles ont baissé de 13%. Donc on a fait, sans doute, effectivement, ce que vous disiez, le plus facile, le moins cher, et on rentre dans le dur. Vous vouliez répondre ? Non, juste pour dire un truc un peu iconoclaste, mais ce qui est important, ce qui est vraiment important, c'est que la température monte pas trop. C'est ça qui est au niveau, et la température ne monte pas trop, ça veut dire, ce qui est important, c'est qu'on décarbone au niveau mondial. Pour moi, c'est un objectif supérieur à nos petits objectifs européens. Parce que c'est super d'avoir mis un objectif européen, zéro émission nette en 2050. Moi, je pense que c'est tout à fait nécessaire. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est qui compte vraiment ? C'est que l'ensemble du monde décarbone. Parce que c'est ça qui va nous empêcher, qui va faire qu'on ne va pas subir ces dommages massifs. Donc c'est en ce sens, tu vois, que je pense que faire ailleurs, c'est pas renier nos... ça va dans le sens de Thomas Olivier. Et de l'article. Moi, je ne fais que le héros, le porte-parole d'un article. Et je pense qu'il y a une bonne synthèse de ce que vous dites tous. On est un peu d'accord qu'on arrive quand même sur une partie de la courbe qui devient très convexe ou qui devient très dure. Et ce que disait Kathleen tout à l'heure, ou je ne sais pas laquelle de vous disiez, peut-être que d'aller chercher pendant 5-6 ans des émissions ailleurs, ça nous donne le temps à nous de préparer notre industrie. C'est-à-dire qu'on a raté le coût des véhicules électriques. Les Chinois sont en avance sur nous. Donc on a 3 possibilités. 1,
on n'électrifie pas le parc automobile. 2, on prend des véhicules chinois aujourd'hui et dans ce cas-là, on ferme nos industries, c'est 10% du PIB. 3, on va chercher des émissions ailleurs et ça nous donne 10 ans de plus pour que notre industrie automobile se décarbone et prenne des... Alors, là où tu vas me dire, oui, mais on a déjà essayé ça 5 fois et ça ne marche pas. Mais de notre côté, les 2 premières solutions, elles ne sont pas vraiment acceptables non plus. L'industrie automobile, on leur a donné pas mal d'années. 2035, la fin de la vente des véhicules thermiques, ça fait combien de temps que c'est annoncé? Alors ça, c'est le coût classique, c'est ce que d'ailleurs tu as dit, c'est les entreprises ont énormément de mal à changer de technologie. L'exemple que nous, on a vécu, Kodak, ils ont du mal à passer de la photo numérique à la photo analogique, au digital. Moi, quand j'étais jeune, les téléphones, c'était des Nokia. Vous en voyez beaucoup des Nokia aujourd'hui. Après, il y a eu les BlackBerry. Les entreprises ont énormément de mal à changer de technologie. Et quand vous demandez aux gens chez Renault ou quand vous demandez aux gens dans les constructeurs automobiles, ils disent on a des gars qui ont passé des dizaines d'années à rendre le moteur diesel performant. Quand on est allé les voir, on leur a dit vous allez voir, on va faire de l'élec. Les types, ils ont eu du mal à changer. Mais ça, c'est la nature humaine, c'est les organisations. Et c'est pour ça qu'on a dit, peut-être que leur donner 10 ans de plus, tu vas me dire, ça ne servira à rien parce que... Exactement le propos que je tenais. Et que disait... Mais dans ce cas-là, il faut qu'on... Là, on a un choix qui est cornélien. Mais qui est vraiment cornélien, qui est de dire, la décarbonation, donc on prend les véhicules chinois et c'est facile pour nous d'en parler dans un amphi, mais... Parce que pour le photovoltaïque, on y est pour l'instant. Ça y est, le photovoltaïque, il vient de Chine. On avait 15 ans, l'Europe avait 15 ans d'avance. Oui, mais tu n'avais pas 10% du PIB qui travaillait là-dessus. Tu n'avais pas 10% de l'emploi là-dessus. Absolument. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, on a raté cette filière, tu vois, on a raté ce développement, mais on n'avait pas des millions de personnes qui dépendent de ça. Donc là, le choix, si on le met de la façon la plus brutale et la plus noire et blanche, c'est ou bien on prend les véhicules électriques chinois et on va effectivement atteindre nos objectifs, on va décarboner, ou on accepte de ralentir. Alors, il est 12h04. Il reste 25 minutes et il y a pas mal de questions déjà qui commencent à arriver. Continuez à envoyer des questions. Il y a une première question directement pour vous, Thomas Olivier. Est-ce que Total Energy a intérêt à fermer les centrales à charbon dans le monde? Est-ce que c'est donc pour ça que vous promouvez ce papier? Alors, il y a deux... Alors, Total Energy ne produit pas d'électricité à base de charbon. Total Energy s'est rendu compte, mes prédécesseurs dans les exercices de planification ont montré que l'électricité décarbonée allait être l'électricité du 21e siècle. Donc, nous, on pense que, et d'ailleurs, on investit 4 à 5 milliards par an chaque année dans de l'électricité décarbonée. Donc, nous, on pense que c'est une bonne idée. On pense qu'il y aura de toute façon de la place pour faire beaucoup d'électricité décarbonée, en particulier dans les pays en voie de développement qui ont une forte demande d'énergie. Effectivement, c'est cohérent avec notre stratégie qui n'est pas de charbon, mais on est petit Total Energy. On fait 1% du marché. Donc les Indiens, avec leur demande en croissance, il y aura toujours de la place pour nos centrales. Donc ce n'est pas la fermeture des centrales au charbon qui va faire plus de profit pour Total Energy. De toute façon, on les fera. On est tout petit dans le marché, on est price taker, on les fera. En revanche, on pense vraiment, et c'est une conviction qui est partagée, que notre outlook cette année parlait du carbone arbitrage. On pense vraiment que c'est important pour l'humanité d'aller chercher les tonnes de charbon, les tonnes de CO2 là où elles sont les moins chères. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense que ça répond à la question. Il y a pas mal de questions autour de la question de la sobriété. Je vous en lis une. Pourquoi cibler seulement... quid des ressources limitées de la planète, notamment les ressources minières nécessaires à la transition énergétique qui seront insuffisantes et très polluantes? Comment les économistes s'emparent-ils de la nécessaire sobriété énergétique? Alors, il y a deux aspects. Il y a le fait que les économistes expliquent qu'il faut beaucoup plus de politiques climatiques, des politiques climatiques beaucoup plus fortes pour, en particulier, faire monter le prix du carbone et faire que donc les gens se détournent des actifs carbonés pour utiliser des choses décarbonées. Ça, c'est le premier point. Mais plus intéressant, parce que plus nouveau, la sobriété volontaire. Ça, c'est très intéressant.
Parce que la sobriété déclenchée par le fait qu'on rend plus cher les actifs carbonés, bon ça on a étudié ça depuis très longtemps les économistes. La sobriété volontaire c'est plus subtil. Est-ce que on va connaître dans la société des changements de normes sociales, des changements de comportements individuels volontaires qui font que les gens finalement vont se dire qu'ils vont devenir végétariens, qu'ils vont arrêter de prendre l'avion, donc ils vont adopter des attitudes et des comportements sobres. Alors ça, c'est à la fois une question individuelle. Donc vous connaissez tous probablement, vous avez tous des enfants qui sont devenus végétariens ou qui arrêtent de prendre l'avion pour la planète. Mais c'est aussi une question collective parce que pour que ce soit possible, cette sobriété, il faut que les gens aient les moyens de substituer. C'est-à-dire que pour arrêter de prendre l'avion, il faut qu'il y ait des bons trains. Donc il y a collectivement à organiser les moyens de cette sobriété individuelle. Mais peut-être, en effet, qu'à côté des changements de comportement déclenchés par les prix, ça c'est peut-être quelque chose qui a un avenir. Oui. Et, pardon, juste pour employer un gros mot pour un économiste, c'est est-ce que cette sobriété, ça veut dire une décroissance, une baisse de la croissance d'une manière ou d'une autre, volontaire, et que c'est finalement la seule façon, le net zéro, Stéphanie Mongeon l'a bien dit, c'est extrêmement difficile d'y arriver. Est-ce qu'on sait y arriver autrement que sur cette logique qui était on va aller le faire là où c'est le moins cher, est-ce qu'on sait faire sans décroissance? De toute façon, vous n'allez certainement pas vendre la décroissance aux émergents, enfin aux gens qui sont pauvres. Hein. Donc ça, au niveau mondial, non. Par contre, la question de la décroissance pour les pays développés se pose un peu différemment. Mais moi, mon avis là-dessus, c'est que quand on parle de sobriété, là on parle de sobriété carbone. Ce qu'on a envie d'arrêter, c'est de consommer des biens carbonés. C'est pas la décroissance généralisée de toute la consommation. Enfin, je pense que c'est quand même très différent. Et qui plus est, je crois que dans un pays démocratique, vous ne ferez jamais élire un gouvernement sur un programme de décroissance. Donc je pense que la décroissance, ça nous fait perdre du temps en fait comme concept. Mais bon. Oui, il n'y a qu'à voir les gilets jaunes sur la décroissance ou sur la sobriété. Oui, alors il faudrait passer du temps à définir ce dont on parle, hein, parce que là, décroissance, on parle du PIB, qui est un indicateur qui a été beaucoup critiqué, hein, donc il y a une grosse littérature, je vous invite à la consulter, hein, qui par exemple ne prend pas en compte tout ce qu'on détruit hein, dans les services écosystémiques qui sont détruits, mais on ne prend pas en compte dans le PIB. Donc voilà, donc le terme de croissance, il y a énormément dans le modèle qu'on a imaginé de transition ou d'une économie net zéro, il y a énormément de production de certains biens qui croient ou de services qui croient, etc., etc. Donc c'est un terme qui est, moi j'évite de l'utiliser parce que, mais on pourrait, mais il faudrait du temps pour le définir exactement de quoi on parle, donc aller voir exactement. Donc en tout cas, ce qui est vrai, c'est que pour pouvoir s'approcher de cet objectif de neutralité carbone, il va falloir que nos sociétés changent. Enfin, on ne peut pas imaginer juste de la substitution technologique en disant on va faire un peu comme on a fait depuis un demi-siècle, hein, et puis juste on va trouver les technologies pour remplacer celles qui sont émissives. Pourquoi ? Déjà, une question, en fait, implicitement le mentionnait, c'est qu'il n'y a pas que le climat. Enfin, la table ronde précédente parlait en fait de la question de la biodiversité, des services écosystémiques. Donc ça, il faut l'intégrer également. Ça pose des enjeux tout aussi importants hein, que le climat. Donc on ne peut pas faire sans réfléchir ensemble. Et puis il y a les ressources. Ça a été mentionné, c'est ça qui était mentionné dans la question. C'est-à-dire que quand on voit les quantités d'équipements bas carbone qu'il faut déployer au niveau mondial, alors que d'ores et déjà on a des tensions extrêmement fortes sur certains métaux, avec aussi, là il y a des questions de géopolitique, hein, où vraiment la Chine a développé alors, des mines, mais pas que, du raffinage. Donc on est encore sur un secteur industriel, hein, et nous, on n'a pas vraiment. Donc il y a plein de questions qui se posent actuellement. Et c'est vrai que les quantités, ne serait-ce que de cuivre nécessaires pour la transition comme on imagine, les quantités sont colossales. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas s'abstraire de la question, de la réflexion sur la sobriété ou de la modération
de consommation de certaines matières, de certaines ressources qui sont en quantité limitée. Quand vous allez écouter, on dit on a des mines mais dont les concentrations sont de plus en plus faibles, donc on va devoir les récupérer, mais avec une consommation énergétique croissante. Enfin, quand vous rentrez là-dedans, vous tirez le fil et vous dites waouh, c'est encore plus compliqué que ce qu'on imaginait. Et il faut les mettre sur la table et réfléchir ensemble, collectivement, à. Donc, la sobriété, bien sûr, et pas seulement individuelle. Je dirais, si les individus veulent s'engager, mais bien sûr que c'est une question éminemment politique. Éminemment politique. Et à un moment, on arrive à la question, quand on produit quelque chose, c'est pour quel usage ? On va arriver peut-être à cette question, et ce serait bien qu'on s'en empare, qu'on ne s'interdise pas d'y réfléchir. C'est-à-dire, quand on produit... l'exemple qui est souvent donné, c'est la batterie, c'est-à-dire le véhicule électrique de 2 tonnes. Franchement, est-ce que c'est un objet qui est compatible pour un modèle compatible avec la neutralité carbone ? Peut-être pas. Voilà, peut-être pas. Je vais dire de façon très euphémique. Juste quand même sur la sobriété, je veux juste rajouter un mot, parce que c'est important, c'est un chiffre. C'est pas un mot, c'est un chiffre. Il y a 5 milliards de personnes sur la planète aujourd'hui qui n'ont pas assez d'énergie pour vivre. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Václav Smil, qui est un historien des sciences. 5 milliards de personnes, plus d'1 sur 2, qui n'ont pas assez d'énergie pour vivre. Donc c'est des gens qui n'ont pas accès au minimum énergétique, c'est 70 gigajoules par an et par habitant, pour vivre décemment. Donc eux, on ne va pas leur dire « vous devez faire de la sobriété ». Eux, leur vie, l'amélioration de leur durée, de leur espérance de vie, c'est d'avoir plus d'énergie. Donc il faut bien séparer quand on parle de sobriété. Notre problème à nous, on a beaucoup d'énergie, et pour la moitié des humains, ils sont juste pas assez d'énergie, et de loin. J'aimerais redonner la parole de l'autre côté de l'Atlantique, à Stefan Straub. Je suis désolé, c'est difficile d'intervenir en vidéoconférence. Est-ce que vous avez des réactions sur tout ce qu'on a dit? Oui. Allez-y. Oui, tout à fait. Oui, non, mais c'est vraiment le bon moment, parce que je pense que là, ce qui a été dit, c'est. Enfin, je vais rebondir là-dessus. Effectivement, le débat sur la sobriété, il est intéressant. Mais il faut réaliser qu'il y a dans le monde 600 millions de personnes qui n'ont même pas accès du tout à l'électricité. Il y a 50% de la population du globe qui n'est pas à proximité d'une route tout terrain, tout temps, sur laquelle ils peuvent circuler quand il pleut, par exemple. Il y a 2 milliards de personnes qui n'ont pas l'eau et l'accès à des technologies d'assainissement correctes. Et donc aller expliquer à ces gens-là qu'il faut faire de la sobriété. Alors oui, on peut parler du contenu, des choses qu'on consomme, mais bon, il faut être sérieux. Alors, au-delà de ça, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est intéressant de réfléchir, c'est qu'à partir de là, on peut se dire, on va effectivement, et nous on y travaille, on a en ce moment un programme qui s'appelle Mission 300, dont l'objectif est de connecter 300 millions de personnes au réseau électrique en Afrique d'ici à 2030. On fait des routes, on fait des corridors, on fait etc. Si vous faites on a fait des calculs assez simples. Si vous faites des calculs, vous regardez ce que ça va impliquer de connecter ces gens et d'amener les gens en Afrique et dans la plupart des pays de revenus bas et moyens à un niveau moyen, même pas au niveau des États-Unis, pas au niveau de la France, mais au niveau moyen des pays de revenus élevés. Qu'est-ce que ça implique en termes juste de construction de routes, de réseaux électriques, etc. Rien que le matériel, le ciment, l'acier, l'aluminium, etc., le matériel qu'il faut pour faire ça, c'est déjà les 3/4 de notre budget carbone pour rester sous 2 degrés. Donc, je veux dire, on ne peut pas faire l'économie de cette question, ça nous ramène un peu à la question du début, on ne peut pas faire l'économie de cette question de comment on fait pour que l'acier qui est produit à 80% en Chine, en Inde et en Indonésie, au Vietnam, soit bas carbone et soit compatible avec ces objectifs-là. Sinon, évidemment, on va exploser nos objectifs. Et c'est un débat qui dépasse largement le contexte européen. Après, je voudrais aussi, et c'est une manière de revenir un peu à la question du début, je voudrais être un peu plus positif parce qu'on est quand même, on est un petit peu, tout ça est assez pessimiste. Moi, je ne suis pas si pessimiste que ça. Vous voyez, ce qui se passe, c'est que oui, c'est difficile. Oui, c'est des fois des usines à gaz. Oui, c'est institutionnellement compliqué de mettre en œuvre ces mécanismes, mais on n'a pas le choix.
Donc le travail qu'on fait nous, par exemple, à la Banque mondiale, mais que font d'autres banques multilatérales, etc., c'est travailler sur des preuves de concept. On a des mécanismes financiers, on émet des bons pour effectivement financer de la déforestation, avec des mécanismes incitatifs où les paiements se font que si on a une vérification. Demain, on espère pouvoir faire ça sur la mise en œuvre d'un chemin de fer dans un pays du Moyen-Orient, par exemple, qui serait déjà, en termes de carbone évité, quelque chose de beaucoup plus conséquent. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va arriver à faire dans les 2 ans? Peut-être pas, mais voilà, on y travaille. Et sur les aspects sociaux, c'est pareil. Voilà, on n'a pas le choix de faire cette transition. On met en place des mécanismes institutionnels. Il y a des échecs, on apprend des échecs. Il y a dans certains pays où effectivement ça ne s'est pas fait de manière particulièrement simple ou forcément rapide. Mais bon, on y travaille. Donc voilà, je ne voudrais pas qu'on soit si négatif. On n'a pas le choix. Effectivement, on doit travailler à réduire ces émissions essentiellement là où elles vont exploser, c'est-à-dire dans les pays émergents, hein, pas en Europe. Hein. Et ça, on va le faire avec des mécanismes innovants, petit à petit. Et il y aura des échecs le long de la route, quoi. Quand on essaye de connecter 300 millions de personnes au réseau électrique, est-ce qu'on arrive à la Banque mondiale à réfléchir directement à sauter l'étape finalement du charbon et à se dire depuis le départ on va faire de l'énergie moins polluante, ou est-ce que finalement c'est tellement compliqué déjà et personne ne peut jeter la pierre? Forcément, connecter 300 millions d'Africains à l'électricité, c'est une bonne chose. Enfin, ça peut pas être vu comme de façon négative, mais est-ce qu'on arrive à inclure l'impact climatique ou c'est trop compliqué? Bien évidemment qu'on l'inclut. On a un plan d'action climatique qui est totalement orienté à ça. En gros, pour vous donner une idée, 50% de ces connexions, ça va être ce qu'on appelle des mini-grids et du renouvelable localisé, alors avec ses défauts et ses avantages. Hein. Mais en même temps, même si c'est du réseau électrique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va, dans certains pays, remplacer des barges qui sont amarrées près de la côte où on produit de l'électricité avec du charbon par l'hydroélectrique, par des centrales à gaz, par des choses qui sont quand même moins polluantes. Alors, vous allez me dire, le gaz, c'est pas fantastique. Peut-être, mais aller expliquer à un pays africain qui a des réserves de gaz, qui ne doit pas les utiliser parce qu'il faut qu'il fasse du renouvelable ou que du renouvelable, c'est très compliqué aujourd'hui. Donc voilà, oui, évidemment qu'on a ces objectifs climatiques et donc on est sur un mix qui progressivement va devenir plus propre. Et l'autre élément qui est important de comprendre, c'est que pour beaucoup de ces pays, faire plus de renouvelables, c'est aussi plus de sécurité énergétique. C'est-à-dire que c'est gagnant-gagnant. Hein. C'est plus de sécurité énergétique et à terme, c'est aussi de l'énergie qui est moins chère. Parce qu'aujourd'hui, le renouvelable, effectivement, grâce aux panneaux solaires chinois, etc., est devenu très souvent moins cher. Alors évidemment, après, il y a des frais d'installation, etc. Et le dernier élément, c'est que c'est également, et ça c'est quelque chose sur lequel on est on est très attentif en ce moment, c'est aussi des industries sur lesquelles la quantité de main-d'œuvre qui est nécessaire à l'installation, à la maintenance, est relativement importante. Donc il y a un potentiel, si vous voulez, de recyclage de gens qui vont sortir de secteurs qui progressivement vont diminuer à être intégrés dans ces secteurs-là. Encore une fois, c'est pas facile. Ça implique de reformer des gens, etc. Mais oui, absolument. On n'est pas, on n'est pas sur une stratégie tout charbon. Hein, je veux dire, c'est clair. Non, j'imagine bien, mais enfin, néanmoins, ça comprend du gaz et je ne vous jette pas la pierre. La vérité, c'est que ça fera des émissions supplémentaires et qu'il faudra, d'une manière ou d'une autre, les assumer. Oui, mais je ne veux pas monopoliser, mais juste pour finir, j'ai un collègue à la Banque mondiale qui travaille sur ces questions, qui s'appelle Stéphane Algat, qui a écrit un papier dans Nature où ils estiment en gros ce que ça impliquerait comme émission de CO2 additionnelle d'augmenter la consommation, d'amener la consommation moyenne des gens, alors en shiftant toute la distribution, si vous voulez, hein, pas seulement les gens qui sont sous la ligne de pauvreté. Et en fait, ça reste relativement marginal, quoi. C'est pas ça qui va faire exploser les émissions mondiales, quoi. Donc, faut pas se tromper de problème non plus.
D'accord, merci. Parmi les questions du public, il y avait notamment la question de est-ce que aller payer l'Inde pour fermer une centrale à charbon, c'est pas néocolonialiste? Est-ce que quelqu'un a envie de répondre à ça? Alors celle-là, justement, c'est une bonne question parce que on en a parlé. Alors c'était un truc à l'école des mines. Il y avait le master de l'école des mines là, sur Nadia Maizi, son master sur l'économie de la transition, et je suis intervenu et il y avait beaucoup d'Africains. C'était le thème justement de la transition énergétique dans les pays d'Afrique. Et effectivement, il y a c'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé, mais l'exemple qu'ils ont donné, c'était de dire on a de nous forcer à changer pour résoudre vos problèmes, c'est un peu effectivement de nous néocoloniser. Et j'y avais pas pensé, mais je l'ai entendu d'eux et ça m'a frappé parce que moi je disais mais c'est super, C'était sur la cuisson, vous savez la cuisson GPL, là, au lieu que les petites filles passent leur temps à ramasser du bois pour aller faire la cuisine et qu'elles n'aillent pas à l'école et qu'en plus ça enfume chez eux. On donne du GPL et ils disent ah non, vous nous imposez votre technologie à vous, ça va trop vite par rapport à ce qu'on veut. Donc il y a un vrai sujet de relations nord-sud sur comment on amène ça. Donc c'est pas trivial du tout. Autre question, et c'est intéressant parce que ça revient souvent, si les gouvernements ont du mal à engager les procédures, ce qu'on disait, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à d'autres échelles, collectifs, population un peu dans le même genre de question, il y avait quelqu'un qui disait mais pourquoi on ne parle pas tout simplement de réduire la vitesse sur les autoroutes à 110 km/h? C'est imbattable comme coût marginal de réduction de CO2, non? Alors, mais Gaulier qui a fait le calcul. Alors c'est ça sur le coup lisez le bouquin de Christian Gaulier là-dessus. Il a fait le calcul. Je crois Christian que Gaulier, c'est un économiste de la Toulouse School of Economics. Et alors? Non, mais juste pour le dire. D'accord. Non, mais c'est un économiste. Non, mais donc il a publié un bouquin qui s'appelle Le coût de l'inaction climatique. C'était pas une critique. Non, mais justement, qui est très bien. Et je crois que lui, il a fait ce calcul-là. Il a cité des papiers. Je crois que c'était pas 2000 € la tonne ou un truc comme ça dans son bouquin. En fait, c'est hyper cher parce qu'on n'économise pas tellement. Donc, c'était juste pour rebondir sur le point qu'il faut faire gaffe qu'il y a des trucs qui ont l'air intelligents mais qui ne le sont pas vraiment. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à échelle plus petite? C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les débats à chaque fois qu'on parle d'environnement ou de changement climatique parce que ça paraît tellement gigantesque, tellement compliqué que qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Je pense que à l'échelle individuelle, je pense que pour réussir la transition, il faut agir sur tous les leviers possibles et imaginables en même temps, en fait. C'est ça le truc. C'est-à-dire que le pas à franchir est tellement grand qu'il faut y aller partout. Donc, en effet, les actions individuelles ont un rôle à jouer. Donc, on ne peut pas espérer réussir la totalité de la transition juste par la somme des actions individuelles, ce qu'on peut appeler les petits gestes individuels. Mais ça fait partie, en fait, des choses... Alors, dans les études qu'on a, le plus efficace quand même, c'est arrêter de manger de la viande rouge, très clairement. C'est vraiment ça le gros truc. C'est ça qui permet de baisser beaucoup les émissions individuelles. Bon, mais il y a d'autres choses. Hein. Et je crois que, voilà, c'est... Donc, plus de bœuf, plus de porc. C'est de la viande rouge, le porc, je sais pas. Moi, je mange pas de viande, donc je sais pas. Plus de bœuf, je crois. Le porc, je sais pas. Je vais répondre un peu différemment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre en cohérence l'ensemble de nos politiques au vu de l'ambition qu'on a, et pas que sur le climat. Et je pense que une action qu'on pourrait faire individuellement, c'est aller un peu embêter nos politiques. Je suis sûre que si on avait le temps, et si on demandait est-ce que vous avez des idées de décisions politiques ces dernières années qui vous semblent peu compatibles, voire en contradiction avec l'objectif que nous avons en matière climatique, de biodiversité, eh bien, vous en trouverez. On en trouverait facilement beaucoup. Et donc, je pense qu'une action qu'on peut qualifier d'individuelle, mais qui a un lien, bien sûr, avec le collectif, c'est d'aller expliquer à nos politiques, apparemment, qui ne comprennent pas, que là, il y a quand même un sujet, c'est-à-dire qu'en prenant cette décision, ça va rendre plus difficile, finalement, l'atteinte de nos objectifs. Moi, ça me saisit maintenant. J'ai beaucoup de mal devant mes étudiants je montre les contradictions entre les politiques dans des champs différents, des décisions, dans les priorités économiques qu'on met, en disant ça, est-ce que ça vous semble conciliable, contradictoire ou
en tension avec un objectif qu'on aurait en matière climatique, de protection de la biodiversité, etc., etc. Et ça, cet exercice, il faut le faire à titre individuel et il faut demander aux personnes qui sont là pour ça de le faire. Je doute que ce soit vraiment le cas. Voilà. Thomas Olivier, vous disiez pareil, il faut voter. Il faut voter. Je pense que il faut voter, mais il faut aussi être humble et se rendre compte que c'est ce qu'on a dit, je pense que cette table ronde a démontré, que ce n'est pas des problèmes simples, avec des trade-offs qui sont compliqués. Et s'il y avait une solution facile, ça serait déjà fait. Mais le vote est quand même un levier dont on dispose tous, qui nous permet de demander à nos élus qu'est-ce qu'ils ont comme il y a des trade-offs compliqués à faire, qu'est-ce qu'ils proposent. Et ça, je suis un peu d'accord je suis même très d'accord avec toi, il n'y a pas beaucoup de réponses concrètes. Sauf que quand ils font quelque chose, il y a du monde dans la rue, des gilets jaunes. La vérité, c'est que les politiques ne comprennent pas, je ne suis pas sûr, ils ont parfaitement compris, mais ils veulent être élus. Alors, les gilets jaunes, c'est vrai. Ouais, alors, la Convention citoyenne sur le climat, moi, j'étais une économiste. Alors, une économiste devant ce type d'organisation, enfin, en tout cas, ma réaction, ça a été de dire, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que ça va donner? Et j'ai eu la chance d'être embarquée par des collègues sociologues en tant qu'observatrice, et j'ai trouvé ça incroyable. Incroyable. Pendant longtemps, je disais, ces dernières années, c'est peut-être la seule bonne nouvelle, mais quelle bonne nouvelle? C'est-à-dire des citoyens qui n'étaient pas forcément très formés à ces questions. Quelques week-ends, quelques jours, enfin, ça allait vite, tu étais intervenu, Kathleen. Mais ils étaient, enfin, à la fin, mais c'était incroyable. C'était des émissaires climatiques. Ils ont proposé plein de mesures très intéressantes. Hein, il y en a qui ont été détricotées, très intéressantes. C'était vraiment, et vraiment, il y avait cette compréhension de l'enjeu et de la difficulté aussi. Et il y avait des discussions entre eux. Ils prenaient en compte leurs différentes différences. Et je me dis, mais en fait, il faudrait faire ça partout, tout le temps. C'est-à-dire, vraiment. Donc là, il y a quand même, c'est pas que les gilets jaunes. Les questions posées par les gilets jaunes étaient tout à fait légitimes. On a laissé un étalement urbain depuis des décennies. On a fait des politiques qui ont conduit à la nécessité de prendre sa voiture pour des gestes essentiels dans le quotidien. Donc à un moment, dire, mais et là, maintenant, vous nous faites payer ça, alors qu'on continue à prendre l'avion. Enfin, je rappelle que quand même, prendre l'avion, ça coûte moins cher que le train. Moi, je suis tout le temps, en tant que vice-présidente en charge de tous mes collègues me disent, Stéphanie, t'es gentille, mais ok, le voyage études, je vais le faire en train, ça va me coûter 3 fois plus cher. Est-ce que ça, en 2025, c'est normal? Je ne pense pas. Quelle est la réponse à donner? Compliqué. Hein, on a fait des choix. Alors moi, on me dit ouverture à la concurrence. Bon, ok, ben, c'est pas là. Enfin, mais là, ça devrait être au cœur de toutes les discussions politiques. Il y a une urgence à traiter ça, non? Enfin, vous voyez, ça, c'est quelque chose. C'est pas juste voter, c'est aller embêter nos élus en disant qu'est-ce que vous faites là-dessus? Et à un moment, ben, ça doit remonter. Hein, c'est au niveau européen, mais bon, voilà. Et ben, ce sera le mot de la fin. Vous avez entendu, il faut aller embêter les politiques. C'est la seule solution. Merci 1000 fois. Je trouve ça très, très intéressant parce qu'il y a énormément de contradictions et c'est ça qui est intéressant. C'est difficile à mettre en place. J'espère que ça vous a intéressé. Merci donc à Thomas Olivier Léautier pour avoir lancé cette idée de table ronde, à Stéphane Straub de s'être réveillé aux aurores de l'autre côté de l'Atlantique et à Kathleen Schubert et à Stéphanie Mongeon. Merci beaucoup.